Bien, on va entrer dans l'action tout de suite. En fait, depuis le début de la crise économique qui s'est abattue sur l'Europe avec violence en particulier, de nombreuses voix se sont élevées pour tirer le signal d'alarme sur l'évolution de l'industrie. Je pense que l'Académie royale de Belgique, par son manifeste, a été probablement une des premières à mettre en évidence le fait qu'il fallait absolument enrayer le processus si l'on voulait éviter la montée du chômage et, de façon plus grave encore, la paupérisation du continent. Puis lors, pas mal de travaux ont eu lieu, notamment celui par exemple de Patrice Acartus, qui est un économiste, qui a montré très clairement en fait que les pays situés dans le nord de l'Europe, industrialisés autour de l'Allemagne, ont beaucoup mieux résisté à la crise que les pays du Sud qui sont orientés davantage vers les services. Je pense que la Commission européenne a pendant longtemps probablement rêvé d'une Europe des services et que sous l'impact de la crise économique et en particulier de nombreuses restructurations, pertes d'emplois, plusieurs millions au cours des dernières années, il faut bien le reconnaître, je pense que l'Europe a décidé enfin de remettre la réindustrialisation au cœur de ses priorités dans un plan 2020. C'est clair que la part industrie dans le PIB européen est passée en dessous de la barre des 15%, et l'objectif est de remonter à 20%. Je pense que de façon plus régionale, si on prend la Wallonie, touchée probablement depuis plus longtemps par la crise et la désindustrialisation, je pense qu'elle a compris assez vite, me semble-t-il, la nécessité de réagir. Et on voit apparaître au niveau plus local, par exemple, au niveau même de certaines villes comme Liège ou Charleroi ou d'autres, une fédération des forces vives. Là, c'est un nouveau mouvement qui apparaît, qui est très encourageant. Fédération des forces vives, à la fois politiques, socio-économiques, scientifiques, culturelles, avec une vision de volonté, en tous les cas, de redéploiement économique. Je pense que tout le monde n'est pas convaincu par la nécessité de réindustrialiser. Je pense que l'image de marque de l'industrie est très mauvaise, c'est clair, pour des raisons évidentes, des raisons sociales, des raisons environnementales. Je pense que l'affaire récente de Volkswagen ne va pas certainement arranger les choses. Mais en fait, on ne peut pas contester que l'industrie a contribué pendant pas mal de décennies et continue à le faire, d'ailleurs encouragé, boosté, comme on dit aux États-Unis, par les pays émergents, a vraiment contribué à l'essor économique, au développement économique. En fait, le rapport de force entre les différents continents, les pays ont changé de façon importante. Il y a des pays, par exemple, comme la Chine, l'Inde, la Russie ou l'Indonésie, qui sont élevés dans le top 15 des grandes nations manufacturières, parmi lesquelles les États-Unis occupent encore actuellement la première place, mais pour combien de temps encore ? C'est vrai que définir l'industrie est compliqué. Moi, j'aime assez bien une vision qui était une approche qui était faite par McKinsey, qui montre en fait que l'industrie n'est pas monolithique au sens propre du terme. Pourquoi ? Parce que McKinsey a classé en fait les industries en 5 grandes catégories, suivant leur intensité en main-d'œuvre, en capital, en innovation. Et on voit évidemment que cela couvre un vaste domaine, allant de l'industrie, par exemple, la métallurgie ou la pharmacie, la chimie, jusqu'à l'industrie de l'automobile, la fabrication de meubles et les industries du numérique. Donc c'est très, très large, évidemment. Alors, en fait, d'un point de vue strictement objectif, le poids de l'industrie est très important. Si on prend encore les grandes nations anciennement industrielles, que sont les grandes nations, les grands continents comme l'Europe, par exemple, l'Amérique du Nord et vous avez le Japon, eh bien, le poids de l'industrie pèse encore très lourd, représente à peu près 15% du GDP en valeur ajoutée, donc c'est encore très important. C'est très important en matière d'exportation, ça l'est notamment pour la Belgique, mais pour d'autres pays, 70% des exportations, et pour la recherche et développement aussi, et notamment en Wallonie, c'est de l'ordre de pratiquement 80%. Donc ça pèse très lourd. En matière d'emploi aussi, ça représente encore 16 ou 15 ou 16%, mais il est clair évidemment qu'il y a une diminution, une érosion, je dirais, qui s'est passée depuis des décennies maintenant, sous l'effet de la compétitivité, des améliorations de compétitivité, et ça a été amplifié évidemment par la crise qu'on a connue en 2009. Il y a une diminution fatalement de l'emploi qui varie d'ailleurs suivant les grands domaines, repris là par McKinsey. Il y en a qui sont plus intensifs en main-d'œuvre, qui ont subi des pertes d'emploi beaucoup plus importantes. Et puis, il y a eu d'autres phénomènes qui sont passés avec des basculements de l'emploi vers les pays à moindre coût salariaux.
Ça, c'est important, évidemment, de le constater, mais ça a été vraiment important. Si vous prenez, par exemple, les États-Unis, depuis les années 1950, la partie de main-d'œuvre industrielle dans la main-d'œuvre globale aux États-Unis a chuté de 60%. Même dans des pays comme la Corée du Sud, par exemple, qui sont plus récemment industrialisés. On a vu la Corée émerger dans les années 80. En fait, là aussi, on est passé, je crois que c'est 27-28% de l'industrie, du poids de la main-d'œuvre industrielle dans l'emploi total. On est maintenant à moins de 17%. Donc il y a vraiment une chute très importante. Je voudrais quand même attirer une attention, c'est qu'au niveau des statistiques, c'est que en fait, les grosses industries, Christian l'a dit tout à l'heure, sont extrêmement structurantes en termes d'innovation et en termes d'emploi, et qu'elles génèrent autour d'elles un ensemble, un halo d'entreprises qu'on appelle souvent et qui sont prises souvent dans les statistiques comme des entreprises de services, mais qui sont des entreprises réellement de nature industrielle. Pourquoi? Parce que les grosses entreprises, au fil du temps, se sont reconcentrées sur leur core business. J'ai connu ça pendant les 30 dernières années de ma carrière. Et en fait, elles ont externalisé un certain nombre d'entreprises qui sont sorties et qui se sont diversifiées. Ces entreprises se sont pour moi consolidées parce qu'elles ont dû trouver d'autres clients, elles ont dû trouver d'autres marchés et elles ont dû également se développer parfois dans d'autres secteurs. Par exemple, une petite entreprise dans le domaine de la réalisation de dépôts plasma de coating dur sur des cylindres de laminoir dans la région de Liège, par exemple, eh bien, est une externalisation en fait, d'une activité qui était faite au sein de l'entreprise. Et cette entreprise, maintenant, se développe à l'international et elle travaille également pour le secteur de l'aéronautique. Donc, ça veut dire que effectivement, il y a service et service et qu'on voit apparaître effectivement l'apparition d'emplois indirects. Donc, un emploi direct, c'est en général 0,5 à 2 emplois indirects. Et quand vous regardez les statistiques, juste avant la crise économique dans l'industrie métallurgique wallonne, quand vous faites l'ensemble, vous apercevez que le choc a été probablement moins important qu'on ne croit. Maintenant, je n'ai plus les chiffres, malheureusement, je n'ai pas encore ces chiffres après 2009, mais bon, la crise a été extrêmement, évidemment, pénible et a fait chuter l'ensemble de l'emploi. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, quand on est face à ce problème au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on est réellement impuissant ? Alors, je dirais que la tendance, la réaction qui est presque naturelle pour les gens qui sont touchés par la crise économique et par la fermeture d'entreprises, en particulier, il faut bien le dire, par les travailleurs, c'est évidemment la réaction, la défense par voie législative, par voie juridique. Il faut quand même reconnaître qu'au cours des années, cette approche s'est montrée relativement impuissante pour résoudre les vrais problèmes. Je pense que la loi Renault, notamment ici au niveau belge, a servi de cadrer, un cadrage entre les dialogues sociaux, entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise. Mais quand on refait vraiment le bilan, c'est vrai que ça permet, à la limite, de faire échapper la vapeur, une soupape de sécurité au niveau social au moment de l'annonce et dans les quelques mois qui suivent l'implantation des décisions de fermeture. Mais quand vous regardez le bilan après, 2-3 ans, vous apercevez que quand même relativement peu de travailleurs retrouvent de l'emploi, notamment les travailleurs qui sont évidemment plus âgés. Donc il y a un vrai problème. Je crois que la Commission européenne a compris maintenant qu'il fallait probablement un peu complexifier les phénomènes. Le Parlement travaille sur des processus de concertation au niveau de l'Europe, de façon à mettre, je dirais, autour de la table non seulement les partenaires sociaux internes à l'entreprise, mais également ceux qui sont externes et qui sont emploi direct, indirect, souvent davantage touchés, en particulier des sous-traitants ou par exemple les pouvoirs publics. Bon, ça c'est clair, mais de façon très réaliste et pragmatique, il faut se rendre compte que toute solution de défense n'est vraiment crédible que pour autant qu'elle offre une alternative, je dirais, performante, stratégique à une fermeture, dans le cadre des enjeux dans lesquels nous connaissons, qui sont des enjeux concurrentiels. Je pense que cette crise, de façon assez évidente, a mis en évidence un certain nombre de grands problèmes. Un problème qu'on peut mettre en évidence, c'est le problème des actifs. Donc, c'est des actifs liés en particulier à actifs matériels. Vous savez que le coût d'entrée dans l'industrie est très cher pour être... La plupart des industries, en tous les cas, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Et donc, ça pose souvent un problème. Et donc, le transfert d'un actif dans une société qui arrête vers une société extérieure, parfois, on l'entend souvent, au moment de la fermeture, ça devient une ligne de défense juridique. Alors, mettez-vous à la place d'une société qui ferme pour contrôler
je dirais, notamment les capacités. Et donc, elle va évidemment avoir tendance à ne pas laisser passer ses actifs vers un concurrent, puisque le but, c'est quand même régler les capacités, donc les questions de prix au niveau du marché. Ça, c'est clair. Donc, le droit de propriété est mis clairement en évidence, mais il faut quand même constater, quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain, c'est que, en fait, certaines entreprises qui ferment parviennent parfois à retrouver une vie et un développement dans d'autres situations stratégiques qui sont tout à fait différentes et qui sont, par exemple, sur des produits à grande valeur ajoutée. C'était un cas parmi tant d'autres. Société comme Bellourt, petite société dans la région du Condro, centaines de personnes, fermée par Nestlé, appartenant à Nestlé, fermée il y a une dizaine d'années. Management buyout, donc les équipes internes reprennent l'entreprise. Vous le voyez maintenant, cette société est parfaitement florissante. Elle s'est repositionnée sur des produits qui sont tout à fait différents des niches et elle est en pleine croissance. Donc je pense que ce n'est pas neutre, ce genre de réflexion, pour une région comme la nôtre. Le poids des actifs, donc les droits de propriété, je pense que ça vaut la peine de réfléchir dans le domaine. J'ai d'autres exemples en tête. Par exemple, la société Préon avait construit une grosse usine dans les années 80 pour la fabrication de zinc. Elle n'a jamais servi à ça. Et cette usine existe toujours. Elle a été reconvertie dans la revalorisation des métaux non ferreux au niveau d'une société comme Hydrométal. Bon, je prends cet exemple parce que je dis c'est un exemple d'innovation stratégique pour moi. Rien n'est bouclé, rien n'est fini. Et là, je rejoins Christian, il faut innover dans tout, pour moi, dans tous les domaines. Alors, sommes-nous réellement égaux face à la désindustrialisation? Non, vous prenez l'exemple de la France et de l'Allemagne. Bon, la France, l'Allemagne, grand pays industriel. L'Allemagne qui a encore à peu près en valeur ajoutée au niveau de l'industrie, qui représente encore 20%, 25%. La France qui était au niveau de la valeur ajoutée en industrie de l'ordre de 20% en 2000 est tombée maintenant en dessous de 12%. Donc il y a une dégradation énorme. Alors pourquoi? On peut se poser évidemment des questions. On voit que le poids de l'industrie au niveau de l'emploi allemand est encore très important par rapport à la France. Je pense qu'il y a des raisons évidemment de politique. C'est évident que les mesures qui ont été prises à une certaine époque par Schröder et par la suite par Angela Merkel ont permis de maintenir la compétitivité de l'Allemagne au niveau des coûts par toute une série de mesures d'ordre fiscal, notamment au niveau taxation, par des mesures au niveau social aussi, par flexibilité du travail, une aide aux PME relativement forte. Je pense que le modèle allemand de concertation sociale me semble un bon modèle parce qu'il privilégie, je dirais, les visions de préservation de la compétitivité de l'entreprise à long terme. Ce sont des négociations qui se font cas le cas. Ça m'a l'air très actif. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a une culture allemande de l'industrie. Ça me paraît tout à fait évident. On le voit d'ailleurs dans le nombre de PME allemandes, qui est beaucoup plus importante qu'en France. Il y a 8000 PME en Allemagne, il y en a à peu près 5000 en France. Les PME en Allemagne sont beaucoup plus grosses, 350 millions en moyenne de chiffre d'affaires, contre moins de 200 ou 200, aux alentours de 200 en France. Elles sont beaucoup plus exportatrices que les sociétés françaises. Et puis, je pense que les patrons allemands viennent souvent du sérail technique. Ils ont fait toute leur carrière à travers l'entreprise, à travers des fonctions techniques. 40% des jeunes Allemands veulent aller dans l'industrie. Il y en a 60-70% des Français veulent faire des carrières dans le monde de la finance. Et puis, il y a une particularité très forte qui me semble très importante en Allemagne. C'est cette proximité qu'il y a entre le monde industriel et le monde scientifique, entre les PME, les grosses entreprises, mais aussi avec des universités ou avec des grands centres de recherche comme le Fraunhofer. Il y a un écosystème qui existe en Allemagne qui, pour moi, fait la différence par rapport à bien d'autres pays. J'y reviendrai probablement tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il faut probablement commencer et continuer à revoir notre modèle, notamment en matière de gouvernance. On a un peu évoqué, je pense que Christian l'a fort bien expliqué tout à l'heure, le rôle, par exemple, au sein des entreprises en matière de gouvernance, par exemple, des actionnaires, mais aussi, je pense, essentiellement des syndicats. On a une difficulté, à mon avis, par rapport à cela. Le rôle également de l'État, je pense en particulier que l'implication financière, par exemple, de la région wallonne à travers des organes comme la SRIW, la SOGEPA ou les Invest, dans des sociétés qui sont en difficulté, a permis très souvent de trouver d'autres solutions qu'une fermeture pure et simple. J'étais il y a 3 semaines dans une petite société liégeoise, CET, enfin petite, il y a quand même 300-400 personnes maintenant qui y travaillent.
Et en fait, cette société était moribonde il y a à peine 10 ans. Elle a été appuyée par un Invest et actuellement, elle est choisie par Google comme une des 15, je crois, sociétés innovantes en matière d'électronique de puissance. Vous voyez que ces modèles ont du sens. Et je crois que Bruno Coleman l'avait également montré dans une étude faite par Berger que ce financement public au niveau d'une région comme la nôtre avait vraiment une grande importance en cas de stabilité de notre économie. On peut faire tout ça, mais je pense réellement que le problème est plus grave que cela et il faut travailler en profondeur, je dirais, sur l'entreprise. J'ai repris une phrase de Philippe de Waud que j'aime beaucoup et que je partage à 100%. Philippe dit « Reconnaître que l'entreprise n'est pas sa propre fin, mais qu'elle est au service d'un intérêt général qui la dépasse ». Je pense que c'est important de mettre cette philosophie-là au sein véritablement de la gestion des entreprises. Au niveau de notre modèle économique aussi, on ne peut pas rejeter d'un bloc un modèle qui a quand même au niveau économie de marché, qui a été capable de sortir de la pauvreté pas mal de personnes, qui le fait encore, mais tout en créant des richesses, comme le dit fort bien Philippe, on est bien incapable d'en assurer une distribution équitable, et l'équité me semble fondamentale. Bruno Coleman dit très bien aussi, l'économie de marché ne sera pérenne que si elle est sociale et redistributrice. Je pense que oui aussi. Donc là, il faut se mettre absolument dans cette philosophie-là. Et donc, pourquoi pas, je dirais c'est presque une nécessité, aller vers d'autres modes de développement durable, simplement dire on respecte, on satisfait les besoins sans compromettre les générations futures de le faire. C'est un peu la conclusion du dernier slide que Christian a présenté. Je suis évidemment tout à fait en phase avec ça. Et d'ailleurs, quand on prend ce genre de philosophie, c'est une source d'innovation absolument extraordinaire. Alors, la Wallonie, Philippe Mestat avait écrit un bouquin il y a peu de temps qui titrait « L'Europe, continent perdu ». Je me suis dit, est-ce que la Wallonie est un continent? Certainement pas. Soyons modestes, c'est peut-être un îlot, mais est-ce qu'il est vraiment perdu? En fait, moi, je me refuse personnellement totalement à croire que le déclin est la seule alternative. Je pense qu'il faut agir. Il faut agir. Il ne faut pas rester dans l'immobilisme, il faut agir. Mais il faut être réaliste. Les résultats, où en sommes-nous réellement en vue de nos résultats? Alors, il y a à peu près 1 an et demi, le Trends titrait « La Flandre doublée par la Wallonie » en mettant en évidence le fait, sur base d'une étude que la KUL, qu'effectivement, depuis un certain temps, depuis 6-7 ans, la Wallonie avait un taux de croissance plus important que la Flandre. Et que c'était pratiquement continu. Il y a une année ou deux où ça s'est un peu inversé. Et l'article disait clairement qu'effectivement, la Flandre avait été touchée très fort par la désindustrialisation, les fermetures de l'automobile. Je peux dire qu'on a été épargné en Wallonie ces dernières années par la sidérurgie ou d'autres grandes fermetures. Mais je pense qu'on est en train actuellement, au niveau wallon en tous les cas, d'avoir un impact positif d'une dynamique de reconversion qui a été mise en place à travers les plans Marshall successifs, qui commence à porter ses fruits. Par exemple, on le voit dans le tissu wallon, avec un tissu de PME qui est quand même relativement important et qui a contribué de façon significative maintenant à la richesse, la création de richesse en Wallonie. Les PME wallonnes, en fait, par rapport aux flamandes, sont aussi diversifiées et aussi performantes, même plus qu'en Flandre en matière de création d'emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Ernst & Young, mais elles sont encore trop peu nombreuses et trop petites. On a un problème de taille et un problème de nombre. Donc il faut absolument travailler là-dessus. La plupart quand même des avis et des études convergent pour dire qu'effectivement, en fait, on a probablement freiné notre déclin économique, qu'on est arrivé à un point bas et qu'on est même sur un trend positif, comme le montrent les études de Joseph Pagano, d'un économiste bien connu de Mons. Et donc, on est sur une tendance positive. Ça me paraît évident. Maintenant, les résultats, restons réalistes, on est loin d'être sorti de la crise économique et le taux de chômage est inacceptable. Donc, il faut vraiment mettre cette problématique au cœur de nos priorités. On le voit encore ici. Donc là, c'est vraiment très important. Alors, soyons un peu dans l'action maintenant. Comment est-ce qu'on peut se battre et reconstruire une économie au niveau wallon? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se battre pour éviter la désindustrialisation. Christian l'a dit, il faut garder évidemment un tissu économique. Je vois 2 raisons essentielles, de façon très pragmatique. D'une part, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour créer de l'emploi que pour en détruire.
Quand je vois des sociétés, des spin-offs qui sortent de l'UNIF ou d'entreprises, il leur faut des années pour avoir une taille suffisante. Prenez IBA, qui est un vrai succès. Vous parlez Yves Jongen, lui a fallu 20 ans pour développer une société et la mettre au niveau international. Alors que vous prenez une décision généralement dans un pays éloigné, dans une grande entreprise de fermeture, et automatiquement, en une semaine, l'annonce est faite et en quelques mois, vous avez rayé de la carte plusieurs milliers d'emplois. Donc il faut se battre avant tout sur la désindustrialisation, pour cette raison-là et pour une autre raison, qui est assez fondamentale, c'est le fameux écosystème. Je pense qu'on doit absolument garder un écosystème constitué par des grandes entreprises, des PME, des universités, des centres de recherche, capables de générer des idées nouvelles et de l'innovation et d'accompagner le changement. C'est fondamental, je crois, j'en ai parlé tout à l'heure pour le modèle allemand. Il y a une étude en fait qui a été faite par le MIT, qui est excellente d'ailleurs, et qui montre en fait qu'on est très loin aux États-Unis du concept des années 60, Invented in US, Made in US, où cet écosystème très performant en matière d'innovation américain parvenait à créer des choses, à sortir des idées, mais à les transformer en produits, en nouveaux produits, à les mettre sur le marché, à produire cela au sein de leur usine. Maintenant, il faut bien reconnaître que sous l'effet d'une volonté certainement de profit à court terme, pas mal de grosses industries ont tué leurs sous-traitants, qui ont disparu et qui constituent vraiment des lacunes, des trous de compétences au sein du tissu américain. Et le MIT recommande d'ailleurs dans ses conclusions de rebâtir cet écosystème pour permettre aux États-Unis de reconstruire et de redévelopper. C'est un peu ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en Allemagne, c'est un peu ce qu'on fait de plus en plus au niveau de Wallon, et je reviendrai tout à l'heure avec notamment le plan Marshall. Donc, certainement, il faut se battre sur la désindustrialisation. Je dirais plutôt, il faut en permanence bâtir sur l'existant et le transformer pour le rendre plus performant, plus compétitif. Donc on a encore la chance pour moi d'avoir en Wallonie de grandes bases industrielles qui constituent des écosystèmes très, très structurants en termes d'innovation et d'emploi. Dans le domaine par exemple de l'aéronautique, des sociétés comme Sonaca ou comme Techspace Aero, dans le génie mécanique, sociétés comme CMI qui connaît un taux de croissance absolument extraordinaire, en chimie, en pharmacie. Donc c'est très important. Elles ont pu vraiment, ces sociétés, être toujours présentes parce qu'elles ont eu la capacité d'innover et de se transformer. Mais on voit apparaître, et c'est assez encourageant, à côté de ces grandes entreprises structurantes, d'autres entreprises dans des secteurs tout à fait différents. Donc généralement de taille plus petite, des PME, dans les secteurs de l'IT, dans les secteurs de la biotechnologie. Et j'étais patron pendant plusieurs années de l'Union Wallonne à Liège, donc je connaissais assez bien le tissu économique. Et je dois dire que quand je suis entré la première fois au pôle Image, en plein centre de Liège, que je découvrais une vingtaine d'entreprises, 200 emplois, j'étais complètement bluffé par ce que j'ai vu, parce que ces gens travaillaient sur des technologies 3D, d'intégration de personnages dans des films animés. C'était très impressionnant. Ils travaillaient en coworking avec des équipes aux États-Unis sur des films qui sont sortis d'ailleurs depuis là. Et j'avais été très frappé parce que je me suis dit, mais quelle est en fait l'affiliation de cet écosystème qui vient, là, comme ça, qui sort par rapport à notre passé industriel? Bon, probablement aucun, si ce n'est qu'il y a un tissu qui le permet, parce qu'il y a un tissu avec des universités, parce que d'autres entreprises sont venues, notamment une société comme EVS, qui est un leader mondial dans le domaine de l'arrêt sur image, et qui ont pu, avec de l'entrepreneuriat, créer ce nouveau système. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est capable, tout à fait, de créer non seulement en continuité, mais de créer autrement, ailleurs, dans d'autres domaines, en rupture. Je crois que c'est ces deux voies-là qu'il faut absolument développer. Alors, est-ce que nous avons des atouts? J'ai déjà parlé pas mal d'innovation, vous voyez où je veux en venir. Je pense que oui, parce que de mon expérience personnelle, modeste expérience personnelle, je me suis aperçu, j'étais à différentes périodes de ma carrière à la tête de centres de recherche, et lorsqu'on a fusionné entre Cockerill et Usinor, en fait, on m'avait demandé de prendre la tête de l'ensemble de la recherche, enfin des laboratoires de recherche. Il y avait, à l'époque, il y a toujours d'ailleurs 1200 chercheurs qui sont répartis en Europe dans à peu près 17 labos. Je crois que les choses ont un peu changé de maintenant. C'est un budget assez énorme, c'est de 250, à peu près 240 millions d'euros. Et en fait, le constat que j'avais fait en observant ces laboratoires fonctionner, ces 17 labos et répartis européens, c'est qu'on avait en fait une approche wallonne qui était extrêmement pragmatique en matière d'innovation, extrêmement performante.
très proche de celle d'ailleurs que je voyais dans certains laboratoires, notamment dans la côte cantabrique, là en Espagne, donc c'est-à-dire essentiellement, je dirais, en Asturie, par exemple. Eh bien, en fait, il y avait presque une façon un peu différente de travailler par rapport à d'autres grands pays où on avait une approche très différente. Alors, j'ai pas fait une étude, évidemment, scientifique de la chose. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on observe ça? Je pense que ça tient à plusieurs éléments. Je crois que nos ingénieurs, en fait, ils sont trop peu nombreux comme partout, mais ils sont de bonne qualité. Ils ont une excellente formation en matière d'ingénieurs. Ils n'ont rien à envier, je m'excuse, mais à des ingénieurs qui sortent des grandes écoles françaises, avec peut-être plus de pragmatisme, donc c'est un élément important. Je pense que aussi notre taille nous oblige à la modestie et nous oblige à avoir des résultats, parfois de façon plus intuitive, d'aller à l'essentiel. Je pense qu'il y a une démarche qui est liée probablement, la même chose qu'on trouve probablement dans des pays comme Luxembourg, par exemple. On est obligé d'aller très vite, je dirais, sur les choses. Mais je pense qu'il y a un élément fondamental qui est vraiment une caractéristique de notre innovation en Wallonie, c'est que nous sommes les champions du prototypage et des pilotes industriels, des pilotes de très grande taille. Quand on a fusionné, je me souviens très bien, c'était Francis Maire qui était président à l'époque du groupe, était venu nous visiter, et il avait été complètement surpris en disant « Tiens, on n'a pas ces pilotes industriels de très grande dimension qui permettent de passer de l'étape création, idée, génération d'idées, à l'étape industrielle. » Et on était pratiquement unique au niveau presque mondial à avoir ces pilotes-là. Il y avait pratiquement les Japonais qui possédaient des pilotes de ce type-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi beaucoup dans cette façon, dans ce prototypage qui est très lié à notre culture ingénieure et qui nous aide, je dirais, à aller assez vite sur des ruptures technologiques. Donc, en Wallonie, nous sommes capables de faire de très grandes ruptures technologiques malgré notre taille. En sidérurgie, on a fait plusieurs d'ailleurs. On est en train, au niveau de Liège, d'investir dans une recherche qui a duré 10 ans dans le domaine des revêtements sous vide. C'est une première mondiale dans le domaine de l'acier. On l'a fait à GC, on a eu des partenariats très forts d'ailleurs avec le groupe Verrier, dans le même domaine, qui était le leader aussi dans le verre pour la même technologie. Et puis vous avez des tas d'exemples, j'ai cité EBA, vous pouvez citer Mitra, vous pouvez citer EVS et bien d'autres sociétés. Donc nous sommes capables de générer, malgré notre petite taille, mais probablement grâce à notre culture très pragmatique, je dirais, nous sommes capables de générer des grandes ruptures technologiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon en modélisation. Prenez un bureau comme le bureau Grège, par exemple. Si on vient de chercher depuis la France pour concevoir le pont de Millau, c'est qu'on n'est quand même pas mauvais non plus en modélisation. Et puis, je crois qu'on est capable aussi d'intégrer toutes ces technologies très bien. On intègre très bien les technologies pour l'upscaler. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, notre signature, en fait, génétique de l'innovation. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, non, je crois que c'est modeste, mais manifestement, on innove de façon différente. Je pense aussi que la mise en place de nos pôles de compétitivité, on a mis en place véritablement une machine de progrès extrêmement performante, me semble-t-il. Pourquoi ? Elle a des impacts clairs en matière de création d'emplois, de création de valeur. On voit par exemple, ici c'est dans le cadre du pôle génie mécanique, pôle Mécatech, je suis administrateur, j'ai un peu des résultats sur ce pôle, je crois que c'est un peu la même chose partie, que les entreprises qui participent à ces pôles génèrent plus de valeur ajoutée, génèrent plus d'emplois, elles sont également plus exportatrices, elles sont plus innovantes et elles sont également en général elles investissent davantage. Je pense que le succès des pôles de compétitivité est ailleurs encore. C'est le fait d'avoir été capable de fédérer des mondes qui, en général, collaboraient, mais peut-être pas suffisamment. Les grandes entreprises avec les PME, c'est-à-dire qu'il faut avoir du respect mutuel, mais aussi les universités et les centres de recherche, sur des objectifs communs, des projets communs. Commun, c'est très important, de création de nouveaux produits, de création de nouvelles technologies, et donc de création de valeur. Alors bien sûr, on a des grands challenges. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Si je reparle d'innovation, par exemple le double looping. Ce que j'appelle le double looping de l'innovation, c'est le premier looping, c'est le développement technique. Ça, on est blindé, on arrive souvent. Vous voyez en fait pas mal d'entreprises qui restent un peu là avec une technologie sur étagère, qui ont difficile à se développer. Le second looping, c'est l'approche commerciale. Et on a un problème manifestement en Wallonie à dégager, je dirais, les forces commerciales. Comme si on était en train de snobber la partie commerciale et c'est vrai que la partie technique apparemment est souvent
et plus intéressantes parfois. Mais je pense qu'on a un vrai problème, et ça se remarque aussi au niveau des politiques. Je parlais d'ailleurs à certains ministres. On a un problème parce que la plupart des aides qu'on met sont dédiées sur le premier looping et jamais sur le second, ou rarement sur le second. L'incontournable socle, c'est quoi? C'est la compétence, la formation. Christian en a parlé tout à l'heure. C'est clair que c'est fondamental. Je vais être un peu frustré, c'est un sujet qui me passionne, et je vais simplement confirmer ce que Christian a dit. Je pense qu'effectivement, on a trop peu d'ingénieurs, trop peu de bons techniciens. Donc il faut démarrer un certain nombre d'initiatives dans le domaine. Je crois qu'on est en train de mettre en place des cités des métiers en Wallonie, c'est une bonne chose. On a mis en place des projets de visite des entreprises et de partenariat avec le monde de l'enseignement pour faire découvrir le monde de l'entreprise. On a maintenant, sur une opération que j'ai lancée, pratiquement 8000 étudiants qui passent chaque année dans les entreprises. Ils en ressortent différemment parce qu'ils découvrent, en fait, l'entreprise, c'est une boîte noire. Le fait d'y entrer, ils se disent, ah bon, on fait ça quand même en Wallonie. On fait de la haute technologie, on fait du social, et on fait de l'environnement. Ben, bien sûr, c'est évident. Mais si vous n'ouvrez pas vos portes, vous avez un problème. Je crois qu'il y a un problème d'image. Vous avez aussi au niveau, par exemple, de tout ce qui est formation en alternance entre le monde de l'enseignement, les centres de compétences et les entreprises. C'est fondamental. On est trop lent dans le domaine, donc il faut accélérer ces processus. Dans le domaine de tout ce qui est entrepreneuriat aussi, moi je suis toujours frappé de voir que vous faites des statistiques chez les jeunes qui sont dans les écoles de gestion et les écoles d'ingénieurs. Vous en avez 40% qui vous disent bah oui, moi j'ai envie de créer une boîte, mais dans la réalité, il y en a 3% qui en créent une. Donc on a un problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Donc il faut mettre en place des mesures. On est en train de démarrer une approche assez intéressante de coaching des étudiants de dernière année qui ont des projets pour les aider à sortir leurs projets avant qu'ils ne sortent. Ça s'appelle le Venture Lab, et c'est un succès monstre. Il y a une trentaine d'étudiants qui y sont, et demain ils seront 100 ou 200. Donc il faut aider ces jeunes à sortir, à prendre des responsabilités assez vite, mais il faut les entourer à mon avis, par des mesures adéquates. Mais on bouge, mais il faut encore aller plus vite que cela. Alors les gros handicaps, vous le savez, c'est le coût salarial, c'est évident, hein, c'est 25-30%, le coût de la main-d'œuvre est évidemment énorme. J'ai pas envie aujourd'hui de refaire une xème discussion de la semaine sur le tax shift et sur parce que je pense que c'est pas le sort d'exposer. Si c'est une réalité, je pense que les mesures ne seront vraiment efficaces que quand on se rendra compte que l'industrie n'est pas monolithique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il y a certaines entreprises qui sont soumises davantage à la pression concurrentielle que d'autres. Donc je pense que si on veut vraiment avoir des effets, il faut se rendre compte qu'il faudrait, comme l'Union wallonne l'avait proposé, mais qui n'a pas été retenu pour différentes raisons, être peut-être plus, je dirais, plus spécifique sur certaines mesures pour qu'elles soient efficaces. Alors, en fait, je vais revenir sur un élément qui est le coût de l'énergie. En fait, le coût de l'énergie, aussi on a un handicap énorme, 25-30%, on n'est pas maître de l'énergie, vous le savez. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent « Oui, mais bon, on va attendre des politiques, etc. » On voit ce que ça a donné au cours des dernières années. On a l'impression, ici en Wallonie, qu'on va attendre que la solution vienne d'en haut, en général du politique. Mais il y a quand même des domaines où on ne peut pas se tromper. Je veux dire, l'efficience énergétique, améliorer l'efficience énergétique de nos entreprises en matière de bâtiments, etc., ça me paraît un axe sur lequel on ne se trompe pas. Il faut le faire, quel que soit le coût de l'énergie. Alors, quand vous questionnez les entreprises, elles me disent pratiquement toutes, mais Jacques, on a ce qu'il faut, on a les plans, mais on ne sait pas les faire financièrement. Donc, problème financier pour certaines. On me dit, oui, mais il y a des banquiers, il y a le tiers investisseur. Ok, mais souvent, on voit que pour ce type d'investissement, c'est difficile de trouver le bon point d'équilibre entre, pour un banquier, un tiers investisseur et pour une entreprise. Et on s'est posé la question à certains, on a dit, mais si on continue comme ça, il faut changer, il faut déstresser le modèle. Et comment pourrait-on déstresser un modèle économique de ce type-là? Et donc, on est en train de travailler avec certains financiers, public-privé et avec des entreprises, en ajoutant une composante supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des partenariats entre des entreprises qui ont envie d'investir et qui voudraient bien investir pour réduire leurs coûts, avec des entreprises locales qui ont des solutions? Quand vous regardez le tissu économique wallon en termes d'énergie, vous avez une pépinière de gens qui offrent des solutions énergétiques en matière d'équipement, d'audit, de capteurs, etc. Il y a data mining, il y a tout ce que vous voulez au niveau du tissu. Ces gens cherchent de l'emploi, enfin cherchent des affaires.
Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne devait pas faire une espèce de triangle vertueux entre ces entreprises-là, qui donc créer de la valeur au niveau du tissu local, donc c'est-à-dire aider la réindustrialisation dans un secteur porteur, et en même temps, on aide les sociétés on évite la désindustrialisation, on améliore la compétitivité, et on boucle sur des partenariats publics-privés. Donc, on travaille sur ce type de modèle. Et on est en train d'ajouter une composante, notamment avec les microgrids, c'est-à-dire la production locale d'énergie. On pense réellement qu'en combinant deux modèles, on pourrait arriver certainement à booster la problématique énergétique et à résoudre une partie des problèmes. Donc on est en train de travailler sur des sujets très concrets et on va le faire sur un certain nombre de zoning et de quartiers pour voir comment ça se passe et comment on peut développer ce genre de choses. Donc il faut bouger. En matière de développement territorial, parce que je parle des microgrids, je pense qu'on n'amènera pas des investisseurs parce que vous allez faire un terrain moins cher. Ce n'est pas en vendant le terrain moins cher qu'on amène des investisseurs et des industriels. Il y a une réalité de composantes de concurrentielles qui existent au niveau du coût de l'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des hubs compétitifs, des choses où en fait vous offrez en fait un hub qui est très compétitif, où vous partagez des coûts en matière d'investissement, des coûts en matière par exemple énergétique, des coûts en matière opérationnelle, mais c'est possible, ce n'est pas du tout infaisable. On est en train de travailler sur ces modèles-là. Donc je pense que réellement, il faut quand même un petit peu se remuer et se demander s'il n'y a pas aussi d'autres façons de voir la compétitivité. Une étude qui a été faite par Deloitte, que j'ai trouvée relativement intéressante, sur 5000 entreprises en Belgique, on montrait en fait que sur les 5000, il y en avait 200 qui étaient différentes, qui performaient beaucoup mieux, qui avaient des résultats supérieurs, qui résistaient mieux à la crise économique. C'était quelle que soit la taille ou quel que soit le secteur d'où elles provenaient. Et ces entreprises-là, en fait, avaient des caractéristiques similaires. Elles partageaient un certain nombre de visions de management. Par exemple, elles privilégiaient la valeur ajoutée, elles privilégiaient le développement du revenu, donc du chiffre d'affaires, l'externalisation, etc., et l'internationalisation de l'entreprise. Elles privilégiaient surtout l'innovation plutôt que le cost-cutting, la réduction du coût. Dans nos écoles de management, en fait, on a tous, au niveau manager, été élevés depuis des années à cette philosophie du cost-cutting en disant on va réduire les coûts. On va réduire les coûts. Ça devient une obsession managériale. Quand vous avez un problème dans une boîte, la première chose qu'on dit, on va réduire les coûts. Au lieu de se dire s'il n'y a pas d'autres formules. Je me souviens de plans, j'en ai fait beaucoup de réduction des coûts. Et en fait, évidemment aidé par certains grands consultants qui en font leur chou gras, il faut bien le dire, dans ces approches, mais sur les 100 propositions, vous en avez 99 qui touchent le coût de l'entreprise, c'est-à-dire le coût salarial, donc réduction du nombre de personnes, et donc perte de compétences plutôt qu'une solution de dire est-ce qu'on ne peut pas sortir par le haut du compte de résultats, c'est-à-dire par le leadership, par l'innovation et par un certain nombre d'éléments. Donc je pense que c'est absolument fondamental de le faire comme ça. Vers où aller ? Alors vers où aller, en fait, il est clair que vers où aller, les gens me disent souvent, mais vers où va-t-on ? Pour moi, ce n'est pas un problème, parce que quand vous regardez les plans au niveau européen, le plan de Tajani, il y a 6 domaines qui ont été identifiés de développement technologique. Vous avez le plan de l'Auvergeon, vous avez 7 domaines, le stockage d'énergie, il y a des tas de possibilités qui s'ouvrent. Le pacte de Gallois, vous avez 22 sites, 22 axes de développement possibles. La nouvelle France industrielle, je crois que c'est 34 plans industriels. Une étude de Berger montre qu'il y a 80 domaines technologiques qui sont nouveaux et qui sont à fort potentiel de développement. Pratiquement une grosse partie se retrouve dans le plan Marshall d'ailleurs. Vous avez des tas de possibilités dans le domaine des matériaux avancés, dans le domaine du numérique, dans l'économie sociale, d'autres façons de voir les choses. Je prends un exemple dans l'économie circulaire. Bon, on s'est réunis à quelques-uns au moment de la crise de la sidérurgie en se disant mais est-ce qu'on va laisser cet écosystème disparaître ? Puis on s'est aperçu qu'on avait vraiment constitué en Wallonie un écosystème très performant et que cet écosystème, il existait et qu'il fallait évidemment continuer à le pérenniser. Et donc, comment est-ce qu'il s'est construit ? Par des minerais qu'on n'a plus d'ailleurs. On a construit la sidérurgie, on a construit toute une industrie de la transformation en aval et en fait, qui est très importante et qui a permis en fait cette industrie de la transformation véritablement de constituer un axe majeur des pôles de compétitivité. Bon, comment est-ce qu'on a pu le faire ? Parce qu'en fait, on était relativement bon dans cette technologie. Maintenant, les challenges sont ailleurs. Les métaux, ça devient stratégique, il faut aller chercher ailleurs. Donc comment va-t-on le faire ?
Bien, en fait, on va le faire parce que on va aller chercher dans les mines urbaines, dans les déchets, je dirais, dans les matériaux usagés. Et donc, on a constitué une plateforme technologique avec un montant de 70 millions d'euros qui vient d'être fait. On a fait en moins d'un an avec une université et deux centres de recherche pour faire une plateforme, une coupole technologique, et avec des sociétés comme Comet Traitement et Hydrométal qui investissent actuellement dans des technologies de rupture. On l'a fait pratiquement en moins d'un an. Donc, tout est possible. Alors, je vais aller très vite puisque Hervé me demande de conclure. Je vais conclure. En fait, je vais simplement vous dire une chose, c'est que le processus d'évolution, je pense que l'innovation est très importante dans tous les domaines, vous l'avez vu. Je pense que le processus d'évolution, d'innovation a beaucoup changé. On est parti, quand j'ai commencé ma carrière, d'un centre de recherche un peu électron libre du système. Et puis, de plus en plus, on a amené des modifications managériales, la gestion par projet. On a découvert l'importance de l'humain dans la dynamique d'innovation. Donc, on est arrivé à des changements relativement importants. Et c'est pour ça que le succès des pôles de compétitivité sont importants dans ce qu'on appelle l'open innovation, où on fait intervenir non seulement les acteurs internes, mais également les entreprises, les universités et d'autres approches managériales. Le problème, en fait, qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on est toujours au même niveau de chômage et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc ma vision à moi, c'est qu'on n'est pas arrivé tout à fait au bout de notre évolution en matière d'innovation et qu'on vit une véritable révolution dans le domaine du knowledge management et que la façon dont on va être capable de maîtriser et d'utiliser ce knowledge management est absolument fondamentale pour booster l'innovation. Il y a de très beaux articles d'ailleurs, notamment le gars de Mockel là, qui a développé la nouvelle horlogerie suisse, montre très bien ces interactions entre knowledge management et innovation. Je pense que les réseaux nous amènent une autre dimension encore parce que les réseaux sociaux créent de l'intelligence collective, collaborative et connective et on assiste vraiment à un auto-allumage de l'activité au niveau mondial. Et c'est un impact nécessairement sur le processus d'innovation. Si vous avez une idée, si vous le lancez sur un réseau, vous obtenez, je dirais, toute une série d'avis pertinents pour vous aider à développer votre idée, pour la vendre, pour la commercialiser, pour lever des fonds en matière de crowdfunding. Vous avez des technologies comme la technologie 3D qui apparaît, qui vous permet de transformer vos idées, les bytes en atomes. C'est une révolution dans le prototypage, c'est des mini-usines. Donc il y a une mine je dirais, d'amélioration du processus qui est là, qui est à nos portes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fertilise nos moteurs actuels de développement par ces nouvelles approches qui sont des approches ouvertes. Si je devais reconstruire une organisation R&D, je ne la ferais plus du tout de la même façon. Je la ferais basée sur ces nouvelles technologies ouvertes. Ça me paraît évident. Alors c'est là qu'il faut probablement trouver ces nouvelles sources des gisements d'innovation complémentaires pour créer plus d'entreprises, pour les développer. Je crois qu'il y a une autre source importante, c'est que ces nouvelles formes d'innovation ouverte qui sont à la jonction entre le knowledge management et les réseaux, en fait, mettent l'innovation en dehors des organes traditionnels qui portent l'innovation, à savoir essentiellement les entreprises ou les universités. Tout le monde a accès à ces nouvelles formes, pour moi, d'innovation. Et donc, vous avez là un gisement complémentaire. Si vous accumulez les deux gisements qui sont à mettre un turbo dans le moteur existant par les nouvelles approches et, je dirais, créer les conditions qu'il faut pour que, effectivement, politiquement, par la formation, par le développement de l'énergie créative, par les Fab Labs, par le créatif, je pense qu'on va pouvoir, effectivement, booster et créer davantage. De l'expérience que j'ai, vous n'arrivez jamais rien si vous n'avez pas d'énergie dans le système, physiquement parlant. Un système bouge si vous mettez de l'énergie. Je pense que c'est notre énergie humaine, dans la forme individuelle, notre engagement, mais aussi collectif, la puissance notamment de la structure par projet. Je pense que cette énergie-là n'est pas morte du tout en Wallonie, elle existe toujours, c'est un haut fourneau, celui-là au moins il existe toujours. Et je pense qu'il faudra éviter nos frottements internes, je pense que Christian en a parlé aussi, entre l'administration et les entreprises, aller un peu plus loin qu'un simple débat de dire on simplifie administrativement. Non, je crois que c'est du respect mutuel et travailler sur des projets concrets entre les entreprises et le monde de l'enseignement. Si on veut révolutionner les choses, il faut nécessairement travailler ensemble, au niveau syndical certainement. Et puis je partage aussi l'avis de Christian en disant faites confiance aux jeunes aussi, parce que c'est eux qui portent ces vecteurs de changement en matière de nouvelles façons d'innover. Et puis, ce qui me désole toujours, c'est la perte de compétences qu'on a avec des personnes qu'on dit plus âgées,
qui partent en retraite à 50 ans. Et vous voyez, aux États-Unis, il y a autant de jeunes de plus de 50 qui créent des entreprises que ceux qui, je dirais, que les jeunes de 20-25 ans. Donc je crois que c'est probablement là qu'à mon avis, il faut travailler. Comme le dit Rifkin, il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau grande révolution industrielle. Lorsque vous avez une conjonction entre une révolution dans le domaine de l'énergie et le domaine de la communication, la vapeur et l'imprimerie, ou les moteurs à combustion et les réseaux électriques. Et puis, dit Rifkin, c'est sa troisième révolution dans le domaine de l'énergie renouvelable et des réseaux. Je crois que la véritable révolution qu'on est en train de vivre, c'est celle-là, où on doit faire converger une énergie, mais qui est la nôtre, humaine, collective et individuelle, avec cette intelligence collective et connective. C'est ce que j'appelle sortir par le haut. Voilà. Merci.